La lumière filtrait à travers les vitraux de la cathédrale, projetant des éclats de saphir et de rubis sur le marbre froid de l'allée centrale. Élodie Beaumont se tenait devant l'autel, une silhouette diaphane dans sa robe de soie, le visage dissimulé sous un voile de dentelle ancienne. Le parfum des lys et de l'encens emplissait l'air, un mélange sacré qui aurait dû apaiser son cœur, mais le sien battait une cadence effrénée, un tambourin silencieux contre ses côtes. Chaque murmure dans l'assemblée, chaque bruissement de tissu semblait une éternité. Elle était l'héritière, la fiancée, la promesse d'une alliance parfaite entre deux grandes familles de Parisiennes. Pourtant, sous le poids des apparences et du devoir, une partie d'elle-même se sentait prisonnière, une actrice jouant un rôle magnifiquement écrit par d'autres. Elle leva les yeux vers son futur époux, un homme bon et respectable, et tenta de forcer un sourire qui n'atteignit jamais son regard, un regard déjà perdu dans le souvenir d'un autre temps, d'un autre amour. Le prêtre leva les mains, sa voix résonnant sous les voûtes gothiques. Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Les mots rituels flottèrent dans le silence suspendu, un instant de pure tradition avant le consentement final. C'est à cet instant précis que les lourdes portes en chêne de la cathédrale s'ouvrirent à la volée, claquant contre les murs de pierre dans un écho assourdissant qui fit sursauter l'assemblée. Toute la lumière de la place sembla se concentrer sur la silhouette qui se découpait dans l'encadrement, un homme grand, imposant, dont la présence seule semblait absorber tout l'oxygène de la nef. Le cheikh Rachid Al-Kamal se tenait là, le visage dur comme le désert dont il était issu. Les yeux sombres, fixés sur elle avec une intensité qui traversa la distance, le voile et les 5 années de silence qui les séparaient. Un frisson glacial parcourut l'échine d'Élodie, un mélange de terreur et d'une reconnaissance déchirante. Il avança dans l'allée, ses pas lents et délibérés résonnant sur le marbre comme un jugement implacable. Les invités se tournèrent, leur visage passant de la surprise à la stupéfaction, puis à une indignation murmurée. Mais Rachid ne voyait personne d'autre qu'elle. Il ignorait le fiancé pétrifié, les parents d'Élodie, blêmes de fureur, l'évêque figé, la bouche entr'ouverte. Son monde s'était rétréci à cette femme debout devant l'autel, cette femme qu'il avait cherchée, haïe et aimée avec une ferveur qui consumait son âme. Chaque pas le rapprochant d'elle était une réclamation, un acte de possession qui défiait Dieu et les hommes dans ce lieu sacré. L'air devint électrique, saturé d'une tension si palpable que le silence qui s'était abattu sur la cathédrale semblait plus lourd que n'importe quel cri. Si cette histoire a déjà commencé à faire battre votre cœur, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce destin tumultueux et laissez un j'aime pour nous montrer votre soutien. Arrivé à sa hauteur, il ne prononça qu'une seule phrase, mais sa voix, basse et chargée d'une autorité ancestrale, emplit l'espace tout entier, faisant trembler les flammes des cierges. Ce mariage n'aura pas lieu. Elle m'appartient. La déclaration tomba comme une sentence, brisant l'enchantement et déclenchant le chaos. Le fiancé d'Élodie fit un pas en avant, balbutiant une protestation qui mourut dans sa gorge face au regard mortel du cheikh. Le père d'Élodie, un puissant industriel habitué à tout contrôler, se leva, le visage congestionné par la rage, mais même lui sembla impuissant face à cette force de la nature, cet homme qui venait de violer non seulement une cérémonie, mais l'ordre même de leur monde. Les flashs des quelques photographes dissimulés se mirent à crépiter, immortalisant le scandale du siècle, la collision brutale entre l'opulence parisienne et l'arrogance d'un souverain du désert venu reprendre ce qu'il considérait comme son dû. Sans un mot de plus, Rachid tendit la main, non pour la prendre délicatement, mais pour saisir le voile d'Élodie. D'un geste sec et méprisant, il l'arracha, révélant son visage pâle et ses yeux écarquillés, où se lisait la peur, mais aussi une lueur de défi indomptable. Ce voile, symbole de son union à un autre, gisait maintenant sur le sol, piétiné. Il lui attrapa le bras, sa poigne de fer se refermant sur sa peau, une encre brûlante dans la tempête de ses émotions. Elle ne cria pas, ne se débattit pas, elle se contenta de le fixer, et dans ce silence, un dialogue muet s'engagea, une guerre de volonté ravivée après des années de cendres. Elle était sa prisonnière, mais elle ne serait jamais sa chose. Ce regard fut sa seule promesse, sa seule arme. Il la força à se tourner, et commença à la tirer hors de l'église, la sortant de la vie qu'elle avait tenté de construire pour la ramener de force dans le passé qu'elle avait fui. Il la traîna le long de l'allée, laissant derrière eux un sillage de murmures horrifiés, de membres de la famille en état de choc et d'un fiancé publiquement humilié dont l'honneur gisait en lambeaux près du voile déchiré. Les portes de la cathédrale se refermèrent sur cette scène de dévastation, l'emprisonnant avec lui dans le tumulte du monde extérieur où les journalistes commençaient déjà à s'agglutiner. Elle avait été arrachée à son propre mariage, sa décision lui avait été volée.
Elle était désormais à la merci de cet homme puissant et orgueilleux, un homme qui exigeait des réponses, qui la croyait coupable de la plus vile des trahisons. Il attendait d'elle une soumission, une explication pour sa fuite 5 ans plus tôt. Mais pour comprendre la véritable nature de sa disparition et la raison pour laquelle cette tempête venait de s'abattre sur Paris, il fallait remonter le temps, 5 ans en arrière, à Genève, là où leur histoire d'amour et de secret avait véritablement commencé. 5 ans plus tôt, à Genève, le monde d'Élodie n'était pas fait de marbre froid et de devoirs silencieux, mais de lumière dorée se reflétant sur le lac Léman et de rires partagés dans l'intimité d'une suite luxueuse. Elle n'était pas une fiancée résignée, mais une femme éperdument amoureuse, dont chaque fibre de l'être vibrait au son de la voix de Rachid. À cette époque, son avenir semblait infini, une toile vierge qu'ils peignaient ensemble, avec les couleurs vives d'une passion interdite. Elle était l'héritière française qui avait tout risqué pour suivre cet homme magnétique, ce prince du désert dont la puissance n'avait d'égal que la tendresse qu'il lui réservait en secret. Leurs journées étaient des escapades en voiture le long des routes de montagne, leurs nuits, des conversations à voix basse sur des balcons surplombant la ville endormie. Elle se sentait invincible, protégée par un amour si puissant qu'elle croyait naïvement qu'il pourrait défier les empires et les traditions qui se dressaient déjà, invisibles, entre eux. Leur amour était un sanctuaire bâti, loin des regards du monde, un royaume secret où les titres et les lignées n'avaient aucune importance. Rachid n'était pas le cheikh Al-Kamal, héritier d'un trône impitoyable, mais simplement Rachid, l'homme qui lisait de la poésie dans sa langue natale jusqu'à ce qu'elle s'endorme, l'homme dont les mains savaient apaiser ses peurs les plus profondes. Il lui avait offert un médaillon en or, gravé d'un faucon et d'une vigne entrelacée, symbole de leurs 2 mondes réunis. Elle le portait constamment, caché sous ses vêtements, un talisman contre la réalité qui les rattrapait parfois lors de ses appels téléphoniques brefs et tendus avec sa famille. Elle savait que leur relation était une transgression, un défi lancé à des siècles de coutume, mais dans ses bras, sous le ciel étoilé de Genève, le danger semblait une chose lointaine et abstraite, une simple note discordante dans la symphonie parfaite de leur bonheur clandestin, un bonheur qu'elle chérissait avec l'intensité de ceux qui savent leur temps compter. La fin de leur idylle ne fut pas une lente érosion, mais un coup de tonnerre brutal. La joie pure et terrifiante de découvrir qu'elle portait son enfant fut presque immédiatement éclipsée par une peur glaciale. La menace ne vint pas de Rachid, mais de l'ombre de sa famille, une force invisible et omnipotente. Un soir, en rentrant seule, elle trouva une enveloppe sans cachet glissée sous sa porte. À l'intérieur, pas de mots, seulement une photographie d'elle, prise à son insu, avec un cercle rouge dessiné sur son ventre. Le message était clair, impitoyable. Si elle restait, si elle révélait l'existence de cet héritier non désiré, la vie de son enfant serait en péril avant même d'avoir commencé. L'amour qu'il avait rendue si forte devint soudain sa plus grande vulnérabilité. Le choix lui fut arraché. Ce n'était plus entre son bonheur et son devoir, mais entre la vie de Rachid et celle de leur fils. Cette nuit-là, elle fit un pacte silencieux avec elle-même, un serment de protection qui exigeait le plus grand des sacrifices. Sa fuite fut un acte de survie, une amputation douloureuse pour sauver le membre le plus précieux. Elle disparut sans un mot, laissant derrière elle le médaillon sur la table de chevet, un adieu silencieux qui, elle le savait, serait interprété comme la plus cruelle des trahisons. Elle abandonna tout. L'homme qu'elle aimait, sa fortune, son nom, sa propre famille, horrifiée par le scandale de sa disparition et de sa grossesse hors mariage, la déshérita, la bannissant de leur monde de privilèges et de respectabilité. D'héritière adulée, elle devint une paria, une honte murmurée dans les salons parisiens. Elle se réfugia dans l'anonymat d'un petit appartement dans un quartier modeste de Paris, échangeant les robes de créateurs contre des vêtements d'occasion et les dîners mondains contre des repas solitaires. Chaque jour était une lutte pour effacer son passé, pour devenir invisible, une mère célibataire sans histoire, dont le seul luxe était la sécurité précaire de son enfant. Les 4 années qui suivirent furent un mélange de difficultés matérielles et d'un amour maternel absolu. Son fils, Léo, devint le centre de son univers, son unique raison de se lever chaque matin. Il était son encre et sa lumière. C'était un petit garçon vif et joyeux, et chaque jour, en le regardant, son cœur se serrait d'un mélange de fierté et de douleur, car il était le portrait vivant de son père. Il avait les mêmes yeux sombres et profonds, la même lueur de détermination dans le regard, le même port de tête altier, même en jouant avec ses petites voitures sur le tapis usé. Élodie vivait dans la peur constante que quelqu'un reconnaisse cette ressemblance, que l'ombre de la famille Al-Kamal ne les retrouve. Sa plus grande vulnérabilité était là, dans le rire de son fils, dans la chaleur de sa petite main dans la sienne. Pour le protéger,
Elle avait construit des murs autour de son cœur et de sa vie, s'interdisant tout attachement, toute relation qui pourrait attirer l'attention. C'est dans ce contexte de survie et de solitude qu'elle avait rencontré Jean-Pierre, le respectable banquier qu'elle s'apprêtait à épouser. Il n'y avait pas de passion dévorante entre eux, mais une affection douce et une promesse de stabilité. Il lui offrait ce qu'elle désirait le plus au monde, un nom pour son fils, un rempart contre le passé, la respectabilité qui la rendrait, elle et Léo, intouchables. C'était un mariage de raison, un sacrifice de son propre cœur pour garantir l'avenir de son enfant. La veille de la cérémonie, debout devant la fenêtre de son modeste appartement, elle avait regardé les lumières de Paris en serrant contre sa poitrine le vieux médaillon qu'elle avait finalement récupéré, une relique de la vie qu'elle avait dû abandonner. Elle allait enterrer Élodie, l'amante du Cher, pour devenir Madame de la Roche, une femme respectable. C'était son dernier acte de protection, la décision qui, sans qu'elle le sache, allait faire s'abattre sur elle la tempête qu'elle avait passé 5 ans à fuir. Le parvis de la cathédrale fut une agression sensorielle, un chaos de lumière et de bruit qui la submergea après le silence assourdissant de la nef. Les flashs des appareils photo crépitaient comme des éclairs artificiels, la transformant en une proie illuminée au centre d'une arène publique. Les cris des journalistes se mêlaient aux sirènes lointaines, une symphonie cacophonique de son humiliation. Rachid ne ralentit pas, son corps un bouclier contre la foule qui se pressait, sa main toujours agrippée à son bras, une ancre de fer la retenant dans la tempête. Elle sentit l'air froid de l'après-midi parisien sur sa peau nue, un frisson glacial qui n'avait rien à voir avec la température. Il la poussa sans ménagement à l'intérieur d'une berline noire aux vitres teintées qui attendait, moteur vrombissant. La portière se referma avec un bruit sourd et sec, coupant net le vacarme du monde, les emprisonnant tous les deux dans une bulle de silence tendu et de luxe impersonnel, un tombeau de cuir et d'acier filant à travers la ville. À l'intérieur de la voiture, l'air était raréfié, saturé de son parfum, un mélange familier et dévastateur de bois de santal et d'épices qui déverrouilla une vague de souvenirs qu'elle avait lutté pour noyer. Le silence entre eux était plus lourd que n'importe quel cri, un abîme rempli de 5 années de questions sans réponse, de nuits sans sommeil et de cœurs brisés. Il fixait la route devant lui, le profil acéré, la mâchoire si contractée qu'une veine battait sur sa tempe. Élodie, tremblante de rage et de choc, retrouva enfin sa voix, un murmure rauque qui déchira le calme oppressant. « Qui te donne le droit ? Par quel droit oses-tu détruire ma vie une nouvelle fois ?» Ces mots étaient des éclats de verre chargés de toute la douleur et de la fureur qu'elle avait réprimée. Elle n'était plus la jeune fille de Genève. Elle était une mère qui se battait pour la sécurité de son enfant, et cette force nouvelle brillait dans ses yeux comme une flamme froide et dangereuse. Il tourna lentement la tête vers elle, et pour la première fois, elle vit l'étendue de la dévastation dans ses yeux. Ce n'était pas seulement de la colère, mais une blessure si profonde qu'elle semblait avoir consumé toute la lumière en lui. Sa voix, quand il parla, était basse, un grondement contenu qui faisait vibrer l'habitacle. « Le droit ? Je te parle du droit que tu m'as donné à Genève, quand tu m'as juré un amour éternel avant de disparaître comme une voleuse dans la nuit. Tu m'as laissé avec rien d'autre que le silence et la honte. Et je te retrouve ici, te vendant pour un nom, pour la sécurité d'un vieil homme respectable. Tu as piétiné notre histoire, Élodie. Tu as fait de notre amour une marchandise. Le droit que j'ai est celui d'un homme qui vient réclamer ce qu'on lui a volé. Pas seulement toi, mais la vérité. Tu me dois au moins ça. » Chaque mot était une accusation, un clou de plus planté dans le cercueil de leur passé, ignorant la véritable raison de son sacrifice. Ces accusations, si injustes, si loin de la vérité sacrificielle de sa fuite, éteignirent la dernière étincelle de peur en elle pour la remplacer par une dignité glaciale. Elle redressa le dos, son regard ne flanchant pas face au sien. « Volé. Tu ne sais rien de ce qui a été volé, Rachid. Tu ne vois le monde qu'à travers le prisme de ton orgueil et de ton pouvoir. Tu penses que tout tourne autour de toi, de ta blessure, de ton honneur. Tu es incapable d'imaginer une souffrance qui ne soit pas la tienne. Tu parles de vérité, mais tu n'en supporterais pas le poids. Continue de me voir comme la traîtresse, la femme vénale. C'est un rôle plus simple, n'est-ce pas ? Il te permet de rester le roi juste et bafoué de ton propre drame. » Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de ses larmes, ni la facilité d'une confession. S'il voulait la vérité, il devrait d'abord démolir les murs de sa propre arrogance pour la mériter. Son défi silencieux le déstabilisa plus que tous les cris du monde. La voiture s'arrêta finalement devant les grilles imposantes d'un hôtel particulier dans le 8e arrondissement, un palais de pierre de taille dont les fenêtres semblèrent des yeux indifférents, observant la rue. C'était un monde d'opulence et de pouvoir, à des années-lumière de son petit appartement, où l'odeur du café et les rires de son fils emplissèrent l'air. Il la fit sortir du véhicule et la guida à l'intérieur, ses doigts toujours fermement enroulés autour de son bras.
Le hall d'entrée était immense et froid, un espace caverneux où leurs pas résonnaient sur le marbre poli. Des portraits ancestraux les dévisageaient depuis les murs lambrissés, témoins silencieux de cette nouvelle prise de possession. « Tu resteras ici », déclara-t-il, sa voix ne tolérant aucune discussion. « Tu es ma prisonnière jusqu'à ce que tu décides de briser le silence que tu as toi-même imposé il y a 5 ans. Chaque porte te sera fermée, sauf celle qui mène à la vérité. » Il la laissa seule, dans un grand salon doré, la lumière du crépuscule filtrant à travers les hautes fenêtres et allongeant les ombres des meubles anciens. Elle se tenait au milieu de cette cage dorée, le cœur battant à tout rompre. Il était un tyran magnifique, un homme brisé par la douleur qu'il transformait en cruauté, et elle vit pour la première fois que sa colère était le masque d'une vulnérabilité qu'il ne savourait jamais. Lui, en la regardant, ne voyait plus la jeune femme amoureuse qu'il avait connue, mais une étrangère au regard de glace, une forteresse dont il devait percer les murailles. Il s'approcha d'elle, son ultimatum, un souffle rauque près de son oreille. « Parle, Élodie, ou je jure que je déterrerai chacun de tes secrets, un par un, peu importe qui je devrais détruire pour y parvenir. » Elle répondit par le plus assourdissant des silences, le menton levé dans un défi muet. Il la quitta alors, et le son de la clé tournant dans la serrure scella le début de leur nouvelle guerre. Si leur histoire vous a captivé jusqu'ici, partagez-la avec ceux qui aiment les récits, où la passion défie tous les obstacles. Dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus ému, et n'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo pour découvrir si Élodie révélera enfin le secret, qui pourrait tout changer. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour la suite de ce destin tumultueux. Les premières lueurs de l'aube parisienne peignaient des traînées d'or et de roses sur les boiseries du grand salon, mais la lumière ne parvenait pas à réchauffer la froideur majestueuse de la pièce. Élodie était restée debout toute la nuit, une sentinelle silencieuse dans sa cage dorée. La clé, tournant dans la serrure la veille au soir, n'avait pas scellé sa peur, mais avait cristallisé sa détermination en une armure de glace. Quand Rachid entra, apportant avec lui l'odeur du café fort et l'aura écrasante de son autorité, il la trouva immobile, le regard fixé sur un portrait de l'un de ses ancêtres, un homme au regard aussi impérieux que le sien. Il posa un plateau sur une table basse, un geste presque domestique qui contrastait violemment avec la tension électrique entre eux. « Tu dois manger », ordonna-t-il. Elle ne tourna même pas la tête. « Je n'ai pas faim de pain, cher, seulement de justice, une chose que votre monde semble ignorer. » Sa voix était calme, tranchante, une lame de soie défiant son épée d'acier. Le jeu de pouvoir avait commencé. Les jours qui suivirent s'étirèrent en une guerre silencieuse, un ballet de domination et de résistance. Rachid lui fit livrer des robes somptueuses, des créations de haute couture qui pendèrent dans l'armoire comme des fantômes d'une vie qu'elle refusait. Elle continua de porter les restes de sa robe de mariée, le tissu de soie souillé et froissé devenant l'uniforme de sa rébellion, un rappel constant de la violence de son intrusion. Chaque matin, il la trouvait au même endroit, près de la fenêtre, regardant la vie parisienne s'écouler sans elle, inaccessible. Cette constance, cette force d'inertie, commençait à fissurer sa carapace de certitude. Il la voulait briser, suppliante, mais il trouvait une reine déchue dont la dignité intacte était à la fois une insulte à son pouvoir et un spectacle qui le fascinait malgré lui. Parfois, en la regardant, il oubliait sa colère, et un éclair de l'ancienne admiration traversait son regard avant qu'il ne le masque sous un froncement de sourcils encore plus sévère. La monotonie tendue de leur isolement fut brisée par l'arrivée d'un visiteur inattendu. Un homme élégant, aux traits plus doux que ceux de Rachid, mais partageant la même aura de noblesse du désert, fut introduit dans le salon. C'était Zafir, le cousin et plus proche conseiller de Rachid. Sa présence changea immédiatement la dynamique de la pièce, introduisant une nouvelle couche de complexité. Il salua Élodie avec une courtoisie formelle qui la mit encore plus sur ses gardes, avant de s'adresser à Rachid dans leur langue natale, un flot de paroles gutturales et urgentes. Élodie ne comprenait pas les mots, mais elle en saisissait le poids. Elle entendit des termes qui sonnaient comme « famille »,« honneur »,« scandale ». Zafir posa une main apaisante sur l'épaule de son cousin, son regard glissant vers Élodie avec une expression qui mêlait la pitié et l'avertissement. La menace n'était plus seulement Rachid, c'était une dynastie entière, un empire invisible dont il n'était que l'émissaire. Plus tard, Zafir demanda à lui parler seul, une requête que Rachid accepta avec une réticence visible, comme un général autorisant un diplomate à tenter une négociation sur son champ de bataille. L'approche de Zafir était différente, plus insidieuse. Il ne la menaça pas, il lui expliqua. Avec une patience calculée, il lui dépeignit le tableau des répercussions diplomatiques, le déshonneur qui rejaillissait sur leurs deux familles, l'équilibre fragile que son geste avait fait voler en éclats.
Il évoqua un grand gala de charité qui devait avoir lieu dans quelques jours, un événement crucial pour les intérêts de leur pays en France. Il suggéra que sa coopération, une apparition publique à leur côté, pourrait commencer à réparer les dégâts. Pensez-y non comme une soumission, madame, mais comme un acte de contrôle sur une situation qui vous a échappé. Mais Élodie entendait le véritable message. Elle devait devenir leur marionnette, sourire pour les caméras afin de légitimer son propre enlèvement. Son refus se fit plus profond, plus silencieux, plus absolu. L'échec de la diplomatie de Zafir ne fit qu'exacerber la fureur contenue de Rachid. Cette nuit-là, la tension dans l'hôtel particulier devint presque insoutenable. Il la trouva de nouveau devant la haute fenêtre, une silhouette fragile se découpant sur les lumières scintillantes de la ville. Le spectacle de sa solitude obstinée, de sa beauté captive, fit céder quelque chose en lui. La colère, la vengeance, tout cela s'effaça pour laisser place à la douleur brute et lancinante de ces 5 années de silence. Il s'approcha, le bruit de ses pas étouffé par le tapis épais. Il ne la toucha pas avec la brutalité du premier jour, mais avec une urgence désespérée, ses doigts se refermant sur ses épaules pour la forcer à lui faire face. Pourquoi ? Sa voix était un murmure rauque, brisé, le son d'un homme au bord du précipice. « Après tout ce que nous étions, Élodie, dis-moi juste pourquoi tu as tout détruit. » Dans ses yeux, elle ne vit plus un ravisseur, mais le fantôme de l'homme qu'elle avait aimé, et il lui fallut toute sa force pour ne pas céder. Une semaine s'était écoulée depuis le mariage interrompu, une semaine qui avait transformé le luxe de sa prison en un échiquier où chaque silence était un mouvement, chaque regard une bataille. Leur dynamique était un poison lent, un mélange détonnant de haine farouche et d'une attraction magnétique qui crépitait sous la surface, les terrifiant tous les deux. L'arrivée de Zafir avait donné un visage à la menace lointaine de la famille royale, une force impitoyable dont les traditions pesaient désormais sur les murs de cet hôtel parisien. C'est alors que Rachid lui présenta son ultimatum. Le gala de charité approchait. Elle l'y accompagnerait. Ce n'était pas une invitation, mais un ordre. Elle jouerait le rôle de la femme aimante et retrouvait une performance publique pour étouffer le scandale qu'il avait lui-même allumé. C'était le prix de son secret, le tribut de sa résistance. Sans le savoir, elle marchait droit vers une nouvelle arène, une scène préparée pour une humiliation publique bien plus cruelle que celle de la cathédrale. Le soir du gala arriva comme une sentence inévitable, drapée dans le velours d'une nuit parisienne froide et étoilée. La robe qu'il lui avait imposée était une merveille de soie couleur saphir, une création qui épousait ses formes avec une grâce douloureuse, la transformant en un joyau parfait destiné à orner son bras. En descendant le grand escalier de l'hôtel particulier, chaque pas était une concession, chaque bruissement de tissu un soupir de résignation. Rachid l'attendait en bas, impérial dans son smoking sur mesure, son regard balayant sa silhouette avec une lueur d'approbation possessive qui la fit frissonner. Il lui tendit son bras sans un mot, un geste qui n'était pas une invitation mais une chaîne invisible. La voiture les emporta à travers les rues illuminées vers le pavillon d'Armenonville, un palais de verre et de lumière au cœur du bois de Boulogne, où la haute société les attendait pour assister à leur performance, pour juger leurs mensonges magnifiquement orchestrés. L'intérieur du pavillon était un tourbillon étourdissant de cristal, de fleurs blanches et de murmures feutrés. Dès leur entrée, un silence ondula à travers la foule, suivi d'un concert de chuchotements à peine dissimulés. Les flashs des photographes crépitèrent, une attaque de lumière blanche qui la força à se réfugier derrière un sourire figé, un masque de porcelaine qu'elle sentait se fissurer de l'intérieur. Rachid naviguait dans cette mer de curiosité hostile avec une aisance déconcertante, saluant un ambassadeur ici, un ministre là, sa main fermement posée au creux de son dos, une marque de propriété visible de tous. Élodie se sentait comme une poupée désarticulée, suivant ses mouvements, répondant aux salutations par des inclinaisons de tête, son esprit complètement détaché de son corps. Elle n'était pas une femme, mais un symbole, la preuve vivante du pouvoir d'un homme qui pouvait prendre ce qu'il voulait, même sur le parvis d'une cathédrale, et le présenter au monde comme un trophée. Il s'était arrêté pour parler à un magnate de la presse, quand un homme s'approcha, fendant la foule avec une détermination polie mais implacable. C'était Monsieur Dubois, un haut fonctionnaire du Quai d'Orsay, un homme au visage affable, mais dont les yeux brillaient d'une intelligence froide. Il salua Rachid avec une courtoisie glaciale, avant de tourner son attention vers Élodie, son regard la jaugeant avec une pitié insultante. « Mademoiselle Beaumont » commença-t-il, sa voix portant juste assez pour que le cercle d'invités proches puisse entendre. « La République française s'inquiète pour le bien-être de ses citoyennes. Nous espérons que votre retour auprès du Cher s'est fait de votre plein gré. Il y a des mots très forts qui circulent, des mots comme enlèvement, coercition. Votre famille est dévastée. »
Chaque mot était une pierre lancée avec une précision chirurgicale, destinée non seulement à blesser Rachid, mais à la déshabiller publiquement de sa dignité. L'humiliation fut instantanée et totale. Les murmures cessèrent, remplacés par un silence avide et cruel. Les flashs redoublèrent d'intensité, capturant pour l'éternité le moment où son visage passait de la surprise à la honte la plus profonde. L'accusation de Dubois la transformait en victime pitoyable, en femme faible, incapable de se défendre, effaçant toute l'aura de mystère et de romance que Rachid tentait de construire. Elle vit le visage de son ravisseur se durcir, sa mâchoire se contracter, mais sa colère n'était pas pour elle, elle était pour l'affront public à son autorité. Il commença à rétorquer, sa voix un grondement bas et menaçant, engageant un duel verbal avec le diplomate, défendant son honneur, son nom, son pouvoir. Mais il ne la regarda pas. Il ne tendit pas la main pour la rassurer. Dans ce moment crucial, où elle était la cible de tous les regards, il l'oublia, la laissant seule et exposée au centre de l'arène. Ce fut cette omission, cette seconde d'abandon, qui brisa la dernière de ses défenses. Le son se mua en un bourdonnement indistinct. Les lumières éclatèrent en milliers d'éclats douloureux. Elle n'était plus dans une salle de bal opulente, mais de retour sur le parvis de l'église, nue sous le jugement du monde entier. Une seule pensée traversa son esprit paniqué. Léo. Si on la voyait comme une victime instable, une femme enlevée, on pourrait lui prendre son fils, le seul bien qui lui restait. Une terreur primale, la force d'une lionne protégeant son petit, lui donna une force qu'elle ne soupçonnait pas. Sans un cri, sans un regard en arrière, elle se retourna et fendit la foule, ignorant les appels surpris, les mains qui tentèrent de la retenir. Elle courut, poussant les portes vitrées, s'échappant de la lumière vers l'obscurité salvatrice du parc, le bruit de ses talons sur le gravier rythmant sa fuite désespérée. Elle s'enfuit dans la nuit froide du bois de Boulogne, courant à l'aveugle le long des allées sombres, sa robe de soie s'accrochant aux branches basses, l'air glacial brûlant ses poumons. Dans la salle de bal, son départ soudain avait laissé un vide choquant, un scandale encore plus grand que celui de son arrivée. Rachid, ayant finalement réduit Dubois au silence par une menace à peine voilée, se retourna pour la trouver disparue. L'espace vide à ses côtés le frappa avec la force d'un coup de poing. Il vit les visages avides des invités, les photographes se précipitant vers la sortie, et comprit l'ampleur de son erreur. Sa fierté l'avait aveuglé. Il n'avait pas vu sa douleur, seulement l'affront. La paralysie de la surprise fut remplacée par une vague de regret et de fureur dirigée contre lui-même. Il bouscula les derniers curieux et se lança à sa poursuite. Son nom, un cri rauque et désespéré, se perdant dans le silence du parc. Il la chercha toute la nuit dans le labyrinthe obscur du bois de Boulogne, son nom un écho rauque déchirant le silence des arbres. Mais Élodie était déjà loin, une ombre fuyante avalée par la ville indifférente. Poussée par une adrénaline glaciale, elle avait couru jusqu'à ce que les lumières du pavillon ne soient plus qu'un souvenir lointain. Puis elle avait marché, ses pieds meurtris, saignant dans ses chaussures de satin. Elle se débarrassa de la somptueuse robe saphir dans une ruelle, la troquant contre un vieux manteau trouvé sur un banc, un geste qui était à la fois une nécessité et une libération symbolique. Elle n'était plus un trophée, plus une victime. Elle était une mère retournant vers son enfant, et cette unique pensée était une boussole dans la nuit, la guidant à travers les rues endormies vers le seul refuge qui lui restait au monde, le modeste appartement où la vie de son fils l'attendait, ignorant tout du cataclysme qui venait de s'abattre sur leur existence. Pendant ce temps, Rachid retourna à l'hôtel particulier, non pas comme un conquérant, mais comme un roi déchu dans un royaume vide. La fuite d'Élodie avait transformé son triomphe en une défaite cinglante et publique. Le silence de l'immense demeure était une accusation. Chaque objet de luxe, un rappel de sa richesse impuissante. Il déchaîna une tempête, mobilisant ses équipes de sécurité, des détectives privés, usant de son influence pour faire pression sur les autorités. Paris fut quadrillé, les aéroports surveillés, les gares passées au peigne fin. Il voulait la retrouver, non plus seulement par orgueil, mais par une peur nouvelle et dévorante qui s'était immiscée dans son cœur. Il revoyait sans cesse son visage au moment de l'humiliation, la terreur pure dans ses yeux, et pour la première fois, il se demanda si sa quête de vérité n'était pas en train de détruire la seule chose qu'il avait jamais vraiment voulu protéger. Sa colère se mua en une angoisse sourde, le poison du regret commençant son lent travail. Élodie atteignit son quartier, aux premières lueurs de l'aube, une silhouette épuisée et méconnaissable. Elle se glissa dans son appartement comme une voleuse, le cœur battant à la simple idée que quelqu'un ait pu la suivre. Retrouver Léo endormi paisiblement dans son petit lit fut comme atteindre une oasis après une traversée du désert. Elle l'enlaça doucement, respirant l'odeur rassurante de son enfance, et jura silencieusement que personne ne les séparerait jamais. Dès le lendemain, elle mit en œuvre un plan de survie désespéré. Elle vida son compte en banque,
rassemblant le peu d'argent qu'elle possédait, vendit les quelques bijoux de famille qui lui restaient et prépara leur fuite. Chaque bruit dans la rue, chaque voiture qui ralentissait, était une source de panique. Elle vivait sur le qui-vive, une fugitive dans sa propre ville, sachant que l'ombre de Rachid était longue et que son pouvoir pouvait s'étendre jusqu'aux recoins les plus anonymes de Paris pour la retrouver. Les jours se transformèrent en une semaine de recherches infructueuses qui érodèrent la patience de Rachid jusqu'à la corde. Chaque rapport négatif de ces hommes était un coup de marteau contre sa certitude. Elle s'était évaporée, comme si elle n'avait jamais existé. Reclus dans son bureau, entouré de cartes de Paris et de dossiers, il délaissa les affaires de son royaume pour se consacrer à cette obsession unique. Il commença à fouiller dans le passé, non plus le leur, mais le sien à elle, celui des 5 années où elle avait été un fantôme. Il engagea des enquêteurs spécialisés dans la recherche de personnes disparues, leur ordonnant de reconstituer sa vie, de la naissance anonyme de son fils, jusqu'à sa rencontre avec Jean-Pierre. C'était une intrusion qu'il se serait refusée auparavant, mais le désespoir était un maître plus puissant que l'orgueil. Il devait comprendre la femme qu'elle était devenue pour anticiper ses mouvements, pour percer le secret de sa disparition. 2 semaines s'écoulèrent, un gouffre de silence et de distance qui s'était creusé entre eux. Élodie avait trouvé refuge dans une petite ville de la banlieue sud de Paris, louant une chambre modeste au-dessus d'une boulangerie sous un faux nom. La vie était précaire, chaque euro comptait, mais elle était libre. Elle avait coupé tout lien avec son passé, changeant de numéro de téléphone, effaçant ses traces numériques. Ses journées étaient rythmées par les besoins de Léo, les promenades dans le parc local, les histoires lues le soir. Dans cette simplicité forcée, elle retrouvait une paix fragile, mais la peur restait une compagne constante. Parfois, la nuit, elle regardait son fils dormir et voyait le visage de Rachid dans ses traits parfaits. Et son cœur se serrait d'un amour et d'une douleur si entremêlés qu'elle ne pouvait plus les distinguer. Elle avait sacrifié son bonheur pour le protéger et elle était prête à recommencer, encore et encore. À Paris, dans le silence glacial de l'hôtel particulier, la percée eut lieu. Un des enquêteurs, un homme méticuleux et discret, apporta à Rachid un document qui allait faire basculer son monde. Ce n'était pas une adresse ni une photo d'elle, mais une simple copie d'un acte de naissance. Léo-Antoine Beaumont, né il y a 4 ans et demi, père inconnu. Mais la date de naissance, 9 mois presque jour pour jour après sa disparition de Genève, ne laissait aucune place au doute. Rachid fixa le papier, ses mains tremblant imperceptiblement. Un fils. Il avait un fils. La révélation le frappa avec la force d'un raz-de-marée balayant la colère, l'orgueil, la vengeance. Tout s'éclaira d'une lumière crue et dévastatrice. Sa fuite, son silence, son mariage de raison. Ce n'était pas une trahison, c'était une protection. Et il venait de passer 2 semaines à traquer non pas une amante infidèle, mais une mère protégeant son enfant. De lui. Le document entre ses mains n'était pas une arme, mais un miroir. Un miroir qui lui renvoyait l'image d'un monstre d'orgueil, d'un tyran aveuglé par sa propre blessure. L'acte de naissance de Léo-Antoine Beaumont, daté 9 mois après la fuite de Genève, n'était pas une accusation contre elle, mais un verdict contre lui. Chaque ligne, chaque mot était une clé qui déverrouillait le mystère de son silence. La logique de son sacrifice. Il avait un fils ? Cette certitude balaya la fureur comme un vent du désert balaie le sable, ne laissant derrière elle qu'un paysage de désolation et de regret infini. Il ne donna aucun ordre, ne cria aucune instruction. Il se leva simplement, le papier froissé dans sa main, et quitta le bureau opulent, traversa les salons silencieux et sortit dans la nuit parisienne. Il ne prenait pas sa voiture de fonction, mais le volant d'un véhicule anonyme, seul. Ce n'était plus une chasse, c'était une quête de rédemption, et il devait la mener lui-même, pas à pas, sur le chemin de sa propre honte. Retrouver une femme déterminée à rester invisible dans une métropole de plusieurs millions d'âmes relevait de l'impossible, même pour un homme de ses moyens. Ces enquêteurs, habitués à traquer des actifs financiers et des secrets d'État, se heurtèrent à un mur de simplicité. Pas de carte de crédit, pas d'appel téléphonique, pas de présence numérique. Élodie s'était effacée du monde moderne. La percée vint d'une source inattendue, d'un détail humain que ces algorithmes ne pouvaient déceler. Un vieil informateur, un de ces hommes de l'ombre qui connaissent les murmures de chaque quartier, se souvint d'une conversation. Une concierge d'un immeuble modeste s'était plainte d'une jeune mère et de son fils, partis précipitamment après la diffusion du scandale du gala. Elle avait mentionné une destination vague, un besoin de se mettre au vert vers le sud de la ville. C'était une piste infime, une aiguille dans une botte de foin, mais pour Rachid, c'était la seule lumière dans ces ténèbres, le seul fil à tirer pour défaire le nœud de son erreur.
Il conduisit pendant des heures, traversant les arrondissements luxueux pour s'enfoncer dans le dédale des banlieues, là où Paris perdait son faste pour retrouver son humanité. Chaque kilomètre était une pénitence, chaque feu rouge un instant de plus pour que la culpabilité le ronge. Le nom de la petite ville, Fontenay-aux-Roses, sonnait comme une poésie amère à ses oreilles. Il arriva alors que le soleil se levait, peignant le ciel de teintes douces qui contrastaient avec la tempête dans son âme. Il gara la voiture loin de la rue principale, près d'un petit parc où les premiers employés municipaux arrosaient les parterres de fleurs. L'air sentait le pain chaud et le café, des odeurs simples et réconfortantes d'une vie qu'il n'avait jamais connue, la vie qu'il avait involontairement forcé Élodie à mener. Il n'était plus le cher Al-Kamal ici, il était un étranger, un fantôme dans le monde que son fils habitait, un monde qu'il avait failli détruire sans même en connaître l'existence. Il l'aperçut avant qu'elle ne le voie. Elle était assise sur un banc, près d'un bac à sable, son attention entièrement tournée vers un petit garçon qui construisait un château précaire. Le temps sembla se suspendre. Il vit les cheveux de son fils, aussi sombres que les siens, briller sous le soleil matinal. Il vit la concentration sur son petit visage, un air de détermination qu'il reconnut avec une douleur fulgurante. Et il vit Élodie, non pas la fiancée captive ou l'amante trahie, mais une mère. La tendresse dans son regard lorsqu'elle encourageait son fils, la rapidité avec laquelle elle se penchait pour essuyer du sable sur sa joue, chaque geste était un poignard dans le cœur de Rachid. Il avait passé des semaines à la voir comme une énigme à résoudre, une possession à récupérer, alors qu'elle n'était que l'amour incarné, protégeant le fruit de leur passion avec la férocité silencieuse d'une lionne. Il resta immobile, caché par un marronnier, le souffle coupé par la beauté et la tragédie de ce tableau. Il s'avança lentement, chaque pas sur le gravier semblant résonner comme un coup de tonnerre dans le calme du matin. Elle ne l'entendit pas tout de suite, trop absorbée par le rire de Léo. Il s'arrêta à quelques mètres, son ombre s'étirant jusqu'à la toucher. Élodie. Son nom, prononcé comme une prière rauque, la fit sursauter. Elle se retourna et le monde bascula. La surprise la pétrifia une seconde. Puis la terreur pure déforma ses traits, suivie immédiatement par une froideur protectrice qui la transforma en une statue de glace. Sans un mot, elle se leva d'un mouvement fluide, attrapa Léo et le plaça derrière elle, son corps devenant un bouclier humain. Ses yeux, autrefois remplis d'amour, puis de défi, ne contenaient plus qu'une seule émotion, une haine farouche et sans compromis. Elle le regardait non pas comme un ancien amant, mais comme une menace mortelle pour la seule chose qui comptait dans sa vie, et elle était prête à mourir sur place pour le défendre. Face à ce mur de méfiance et de peur, toutes les paroles qu'il avait préparées, toutes les justifications et les excuses moururent sur ses lèvres. Il ne pouvait rien dire qui puisse franchir l'abîme qu'il avait lui-même creusé. Alors, il fit le seul geste possible. Lentement, pour ne pas l'effrayer, il sortit de sa poche non pas une arme, non pas un contrat, mais le simple morceau de papier froissé. Il le déplia et le tint devant lui, laissant le vent léger le faire flotter entre eux. L'acte de naissance. Il ne dit rien, la laissant lire la vérité dans ses yeux. Une vérité qui n'était plus une accusation, mais une capitulation totale. Il ne venait pas réclamer un fils, il venait reconnaître un sacrifice. Son regard à lui disait tout, la culpabilité, le regret, la compréhension tardive et dévastatrice. Élodie fixa le papier, puis son visage, et pour la première fois, la haine dans ses yeux vacilla, remplacée par une stupeur incrédule. Le silence qui s'installa entre eux n'était plus celui de la guerre, mais celui d'un monde qui venait de s'arrêter de tourner. Le papier tremblait entre ses doigts, une feuille fragile contenant le poids de 5 années de mensonges et de sacrifices. Rachid laissa tomber le document, qui vola un instant avant de se poser sur le gravier, une trêve blanche entre leurs deux mondes. Je ne savais pas... Sa voix était à peine un murmure, dépouillé de toute son arrogance, un son brut et cassé qu'elle n'avait jamais entendu. Dans mon orgueil, dans ma fureur, je n'ai vu que la trahison. Je t'ai traqué, humilié, emprisonné. Tout ça pour panser une blessure qui n'était rien comparée à ton courage. Je n'ai pas vu la mère que tu étais devenue, seulement l'amante que j'avais perdue. J'ai cru que tu fuyais notre amour, mais tu protégeais sa vie. Tu as tout sacrifié pour lui, pour notre fils, et moi, je n'ai fait que tout détruire sur mon passage. Pardonne-moi, Élodie, pardonne l'aveugle que j'ai été. Il ne la regardait plus comme une possession, mais comme un sanctuaire qu'il avait profané, et dans ses yeux sombres, pour la première fois, elle vit des larmes. Les larmes d'un cher ne l'émurent pas. Elle avait trop pleuré les siennes dans la solitude de nuits sans fin. Sa main serrait celle de Léo, son unique ancre dans cette nouvelle tempête. « Ton pardon arrive bien tard, » répondit-elle, sa voix glaciale malgré le tremblement qui la parcourait. « Tes excuses ne peuvent pas effacer la peur que j'ai lue dans les yeux de mon fils,
quand tu as fait irruption dans nos vies. Elle n'efface pas la cathédrale, ni l'humiliation publique, ni les portes que tu as fermées à clé. Tu parles de courage, mais tu ne sais rien de ce que c'est que de trembler chaque jour à l'idée qu'on vous arrache votre enfant. Tu es venu ici avec ta puissance et ton argent, croyant que la vérité s'achète comme on achète une entreprise. Mais la vérité, Rachid, c'est que tu es un danger pour lui, pour nous. Ton monde est une cage dorée, et je ne vous laisserai pas nous y enfermer. Elle fit un pas en arrière, prête à fuir de nouveau, son instinct de protection plus fort que n'importe quel souvenir de leur amour passé. Il ne tenta pas de la retenir, ne fit aucun mouvement brusque. Au lieu de cela, il fit quelque chose d'inconcevable, un geste qui brisa la dernière de ses défenses. Le puissant, cher Rachid Al-Kamal, l'homme qui faisait trembler des nations, s'agenouilla lentement sur le sol poussiéreux du parc. Il posa un genou à terre, sa tête s'inclinant dans un acte de soumission totale, une image si puissante qu'elle arrêta le temps. « Alors ne me pardonne pas, dit-il, sa voix étouffée par l'émotion, son regard fixé sur le sol. « Mais laisse-moi le protéger. J'ai passé ma vie à construire un empire de sable et de pouvoir, un royaume vide et froid. En le voyant, j'ai compris. Mon seul héritage, mon seul royaume, c'est lui. Laisse-moi être son bouclier, même si je dois être un étranger pour toi pour toujours. Je renoncerai à tout, au trône, au nom, à la fortune. Laisse-moi simplement réparer le mal que j'ai fait. » Ce n'était plus un roi qui parlait, mais un père, et ce fut cette vulnérabilité absolue qui fissura enfin la glace autour de son cœur. Les larmes qu'elle avait si longtemps retenues coulèrent enfin, silencieuses et chaudes sur ses joues. Elles n'étaient pas des larmes de peur, mais de libération. Le poids de 5 années de solitude, de secrets et de sacrifices s'effondrait. Elle relâcha doucement la main de Léo, qui, sentant le changement dans l'atmosphère, fit un pas curieux vers cet homme étrange à genoux. Elle s'accroupit à son tour, se mettant à sa hauteur, et pour la première fois depuis la cathédrale, elle le toucha. Sa main se posa sur son épaule, un contact hésitant, mais qui portait en lui tout le pardon du monde. « Relève-toi, Rachid, » murmura-t-elle. « Tu n'es pas un étranger, tu es son père. » Leurs regards se croisèrent, et dans ce silence, l'abîme qui les séparait se combla. Il n'y avait plus de ravisseurs et de captives, plus de traîtres et de trahis. Il n'y avait que 2 âmes brisées, unies par un amour indestructible, et par le petit garçon qui les regardait avec les mêmes yeux sombres qu'eux. Il se releva, mais ne la lâcha pas du regard, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à nouveau s'il clignait des yeux. La réalité de leur situation, cependant, revint rapidement les hanter. La menace de sa famille n'avait pas disparu. Au contraire, la découverte d'un héritier la rendait plus dangereuse que jamais. « Ils viendront pour lui, » dit Élodie, sa voix retrouvant une force nouvelle, celle d'une alliée. « Ils ne nous laisseront jamais en paix. » Rachid prit sa main, ses doigts s'entrelaçant avec les siens dans une promesse silencieuse. « Alors nous nous battrons, » déclara-t-il avec une détermination farouche, non plus celle d'un conquérant, mais celle d'un protecteur. « Je ne retournerai pas dans mon pays, ma place est ici, avec vous. Je renoncerai publiquement à mes droits de succession. Je choisirai l'amour et la paternité au-dessus du pouvoir. Nous allons retourner à Paris, non pas dans une prison, mais dans notre forteresse. Ensemble, ils ne pourront pas nous atteindre. Je te le jure sur ma vie, et sur la sienne. » Ils quittèrent dans le parc main dans la main, Léo marchant entre eux, tenant timidement le doigt de cet homme nouveau et imposant qui était son père. L'image était celle d'une famille naissante, fragile mais unie, s'éloignant de l'aube pour affronter la journée la plus décisive de leur vie. Ils savaient que la bataille la plus ardue les attendait, une confrontation non pas avec des armes, mais avec des lois, des traditions et une dynastie impitoyable. Mais pour la première fois, ils n'étaient pas seuls. Dans quelques semaines, après avoir sécurisé leur avenir et déjoué les plans de leurs ennemis, il n'y aurait pas de grande cathédrale ni de foule de curieux. Il y aurait une cérémonie intime, un simple échange de vœux qui scellerait enfin la promesse faite des années plus tôt à Genève. Leur histoire, commencée dans le secret et déchirée par le scandale, trouverait sa conclusion non pas dans un geste public, mais dans la paix tranquille d'une famille enfin réunie. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce matin brumeux dans le parc, 6 mois qui avaient servi à démanteler un empire de peur et à construire les fondations d'un avenir. La consécration de leur amour n'eut pas lieu sous les voûtes gothiques d'une cathédrale parisienne, mais dans la lumière dorée d'un après-midi de septembre, au cœur du jardin d'un petit manoir de la vallée de la Loire. Il n'y avait ni foule ni photographe, seulement le murmure du vent dans les tilleuls centenaires et le parfum des dernières roses. Élodie, dans une simple robe de soie ivoire, le visage enfin dévoilé et serein, tenait la main de Rachid. Il n'était plus le conquérant vêtu d'arrogance, mais un homme en costume de lin clair dont le regard ne contenait qu'une dévotion infinie.
Leurs quelques invités, de véritables amis, n'étaient pas les témoins d'une alliance stratégique, mais de la renaissance d'un amour qui avait traversé le feu du scandale pour en ressortir purifié, indestructible et enfin paisible. Leur quotidien s'était réinventé loin des palais et des protocoles. Ils avaient choisi un grand appartement lumineux au cœur du Marais, un lieu vibrant d'histoire et d'âme, où les hauts plafonds accueillaient les rires de Léo plutôt que les silences pesants du pouvoir. Les matinées n'étaient plus rythmées par les appels de conseillers, mais par l'odeur du pain frais qu'Élodie allait chercher à la boulangerie du coin, par la patience avec laquelle Rachid apprenait à leur fils quelques mots de sa langue natale, leur voix se mêlant aux notes d'un piano qu'ils jouaient de nouveau. Ils avaient renoncé à un royaume pour un foyer, à la domination pour la présence. La fenêtre, autrefois symbole de sa captivité, était devenue le cadre de leur vie partagée, offrant une vue sur les toits de Paris, un horizon non plus à conquérir, mais à chérir ensemble, jour après jour, comme la plus précieuse des victoires. Le passé n'était plus un fantôme, mais une carte de leur voyage qu'ils pouvaient désormais regarder sans douleur. Au printemps, ils étaient retournés à Genève, non pas pour revisiter la suite de leur amour clandestin, mais pour se promener au bord du lac, main dans la main, regardant Léo courir joyeusement devant eux. Là, Rachid lui avait offert un nouveau médaillon, identique au premier, mais qu'il avait lui-même attaché à son cou, en pleine lumière, non plus comme un secret, mais comme une promesse visible de tous. Ils avaient appris que Jean-Pierre, dans un geste d'une noblesse inattendue, avait usé de son influence politique pour accélérer l'asile qui protégeait Léo en France, un acte de pardon silencieux qui avait refermé la dernière blessure. Les portes de leur histoire, autrefois fracturées par la violence, s'ouvraient maintenant doucement, révélant la force insoupçonnée des cicatrices guéries. La cérémonie elle-même fut un souffle, un murmure sacré au milieu du tumulte de leur histoire. Léo, se tenant fièrement entre eux, avec un petit bouquet de lavande, fut le seul témoin de leurs vœux, des mots qu'ils avaient fait écrits l'un pour l'autre. Rachid ne parla ni de lignée ni d'honneur, mais de sa propre cécité et de la rédemption qu'il avait trouvée dans le courage d'Élodie, sa voix se brisant lorsqu'il jura d'être le refuge qu'elle avait toujours mérité. Élodie ne parla pas de pardon, car il était déjà une évidence. Elle parla de l'amour féroce qui l'avait guidée dans les ténèbres et du miracle d'avoir vu l'homme qu'elle aimait renaître en père. Quand il glissa à son doigt une simple alliance en or, ce ne fut pas un acte de possession, mais un cercle de confiance infinie, scellant une union que nulle tradition, nul scandale, nul roi ne pourrait jamais plus briser. C'était leur véritable sacrement, plus puissant que toutes les bénédictions du monde. Ce soir-là, bien après que Léo se fût endormi, ils se tenaient sur le petit balcon de leur appartement, contemplant la ville lumière qui scintillait à leurs pieds. L'air était doux, porteur des échos lointains de la vie parisienne. Rachid l'enlaça par derrière, son menton se posant délicatement sur son épaule. Il n'était plus le cher imposant qui avait fait irruption dans sa vie, mais simplement un homme qui tenait son univers entre ses bras. « Tu te souviens de la vue depuis ma prison dorée » murmura-t-il. « Je croyais posséder le monde, mais je n'avais rien. Ce soir, il resserra son étreinte. Je regarde cette même ville, et tout ce que je vois, c'est notre avenir. Il n'est pas aussi vaste qu'un royaume, mais il est infini. » Elle se pencha contre lui, sa main recouvrant la sienne. La peur s'était dissoute pour laisser place à une paix profonde. Leurs cicatrices étaient toujours là, non pas comme des blessures, mais comme les lignes gravées de la carte qui les avait enfin ramenés à la maison. Des cendres d'un mariage brisé par l'orgueil était née une famille forgée dans le sacrifice. Leur histoire d'amour, autrefois un récit de passion impossible et de scandale public, était devenue un hymne silencieux à la résilience. Ils avaient éprouvé que le véritable pouvoir ne réside pas dans le commandement du monde, mais dans l'abandon à ce seul cœur qui était votre foyer, et que les plus grands gestes ne sont pas les déclarations qui font trembler les cathédrales, mais les promesses silencieuses tenues dans l'obscurité. Leur voyage, de la collision de deux mondes à la création du leur, nous rappelle que même les blessures les plus profondes peuvent être guéries par le courage et le pardon. Quelle partie de ce parcours tumultueux vous a le plus ému ? Partagez vos pensées dans les commentaires. Si vous aussi, vous croyez que l'amour peut tout conquérir, montrez-le nous, avec un j'aime, et partagez cette histoire. Merci de nous avoir accompagnés, et à très bientôt pour un nouveau destin à découvrir.